So I've been attending the CCC since 30 Bonjour tout le years. monde. Alors aujourd'hui, nous allons And what I've parler always appreciated des coming to this choses conference, très or intéressantes, Congress as they call snakes it, et rabbits. is that it brings people together to collaborate on projects that probably have not seen each other so in real Ce life. que j'aime And it's bien nice par to rapport put au a congrès, c'est que face ça on a rapproche name. ces It's personnes nice to actually pour work travailler across sur the des table projets from each ensemble other. And et people de come from rencontrer all des over the place personnes over que the vous years. connaissez, We peut-être have people que à hailing partir de Tim, for l'Internet. instance, all the way from Australia. Ici, Bunny on a from des personnes Singapore. qui sont venues de très loin, Tim de l'Australie et Bunny de Singapour. And it's great to see this sort of Et thing c'est toujours happening. fascinant de What voir Tim ces choses se Tim passer. Luthro, Ansel, and Bunny from Singapore are going to talk Et about Tim is et how Bunny vont the parler, CCC c'est comment has le been able to CCC bring a together a pu diversity of people créer une to diversité enable pour créer des projects produits that really couldn't have happened qui without this sort of n'ont pas collaboration. pu être créés And with sans that, cette I would really collaboration. like you guys to help me welcome Bunny and Tim. Du coup, aidez-moi à applaudir et dire bienvenue à Bunny et Tim. Thanks. Merci. Thanks everybody for Merci tout le coming to monde attend pour our avoir talk. venu écouter notre talk. Je Exciting sais night que tonight, c'est for une the nuit conference. très There's a lot intéressante pour going le on. congrès, il y a beaucoup de choses qui se passent. Title of the talk is Snakes and Rabbits. Alors le I'll let titre you du talk map c'est that on Snakes which and one to Rabbits, map it onto. c'est How CCC shaped an open comment hardware success. le CCC a pu Depending on how you define aider success, Open Hardware, if it's, shipping a device, okay. le matériel But if it's, you can open. ship the device 5 years from now, that's yet to be seen. Comment on peut influencer les appareils, in order le to sort hardware, peut-être aujourd'hui et même dans 5 ans. Alors d'abord, avant qu'on parle du talk, j'aimerais s'introduire. Du coup, on va parler un peu qui nous sommes. Alors moi, je suis Bunny, je fais du hardware. Je joue avec les atomes et les atomes sont durs. Ils ont des difficultés. Je vais vous dire pourquoi les atomes sont durs, mais je dois aussi vous dire que les challenges qui sont venus à partir de cet atome, on va discuter de ces problèmes lors de ce talk. Alors, quand vous rencontrez des atomes, vous aurez souvent des cas que les gens vont dire qu'est-ce que vous pouvez faire avec des atomes. Mais il y a des conséquences en tant qu'ingénieur. Des fois, c'est beaucoup plus facile pour ingénierer sa solution d'une manière que vous évitez de payer plus pour certains projets. Et du coup, passer beaucoup de temps sur ça. Et aussi, quand on utilise des atomes, vous créez l'entropie. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui est mis dans le procès d'ingénierie pour simplifier les choses, pour mieux comprendre les choses. Et aussi, le problème avec les atomes, c'est qu'ils sont souvent dans le mauvais endroit. Par exemple, le tantalum or, c'est trouvé que dans certains pays, par exemple ceux qui sont en couleur colorée en vert dans ce diagramme. Du coup, il faut aller à travers tout un procès pour acquérir les atomes, pour leur raffiner, pour leur déplacer, et c'est un procès assez compliqué. Dès que vous avez une offre qui a la livraison gratuite, vous avez une conséquence peut-être d'un point de vue de vie privée ou dans l'écologie. Et d'un point de vue de l'open hardware, vous devrez penser de la logistique en reverse, parce que vous avez beaucoup de problèmes liés d'une manière qui n'est pas facile à résoudre. Si vous avez un problème de hardware, vous ne pouvez pas juste faire un patch hardware comme vous pouvez faire avec software. Du coup, les atomes sont souvent au mauvais endroit et ils ont aussi souvent des vérités inconvénientes. Par exemple, avec les déchets de l'électronique, les déchets des atomes doivent aller quelque part, être quelque part ailleurs. Et c'est une vérité inconvéniente qu'on doit gérer. On aimerait penser que notre software est sécurisé, libre, mais on doit quand même accepter qu'il y a des petits blobs de firmware qui tournent sur nos machines, qu'on ne comprenne pas ce qui se passe dedans. Donc des fois, il faut accepter ces inconvénients. Malgré tous ces inconvénients, moi j'aime quand même les atomes et il arrive même que
Et j'ai compris que j'ai un génome qui dit que j'apprenne pas vite à partir de mes fautes. Et malgré ça, j'ai continué à essayer, j'ai continué à chercher des solutions. Et maintenant, on va parler de Mitro. Bonjour, moi je suis Mitro et je m'identifie comme un ingénieur software. Donc moi par contraste avec les atomes, moi je travaille avec des bits. Et les bits sont intéressants parce qu'ils sont plus faciles à utiliser que les atomes d'une certaine façon, mais ils sont quand même difficiles. Donc si vous êtes un ingénieur hardware, vous pensez peut-être que le software c'est ce tas de 1 et de 0, mais en fait le software c'est écrit par des humains et les humains sont pas des robots et ils sont pas terribles quand il s'agit de faire des tâches répétitives. Et écrire du logiciel c'est quand même assez répétitif. Et en fait le software ça ressemble souvent à ça, c'est plein de bugs. Moi, j'ai écrit plein de bugs. Je suis bien payé pour être un ingénieur software, mais même les meilleures pratiques peuvent pas empêcher les bugs. Et parfois, les bugs sont vraiment très gros. J'ai écrit des gros bugs par le passé. Ce qui est très différent entre le hardware et le software, c'est qu'en software, vous pouvez réparer les bugs après coup. Et donc, j'ai écrit des bugs. Je préférerais que vous ne voyiez pas que j'ai écrit des bugs, donc je peux les vérifier après. Et pour les atomes, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas droit à l'erreur en fait. Et c'est pour ça que ça me fait un peu peur, parce que c'est difficile à patcher, c'est difficile à réparer. Ouais, c'est vraiment très difficile de réparer du hardware. C'est peut-être pour ça qu'il y a hard dans le nom. Et j'en ai pas fait beaucoup. Et donc j'ai découvert ce truc appelé les FPGA. Et le FPGA c'est super pour un ingénieur logiciel comme moi, parce que il transforme ce qui est d'habitude un problème hardware en problème software. Et ça j'aime bien parce que ça me permet de régler des problèmes dans mon hardware après l'avoir envoyé. Et ça c'est bien parce que, comme je l'ai dit, je suis un ingénieur logiciel et j'écris des bugs. Et donc je vis dans un monde très différent par rapport à Bunny. Et donc c'est intéressant qu'on soit tous les deux ici sur la même scène, alors qu'on a deux profils très différents. Donc Bunny va vous montrer où est-ce que l'histoire a vraiment commencé. Alors un tout petit peu par rapport à l'origine de cette histoire. Il y a longtemps, dans un start-up de hardware, il y a très loin, Adam Wrangler a eu un problème. Ça, c'est une roadmap à partir d'une boîte qui s'appelle Chumley, entre 2011 et 2012. Et ce que vous pouvez voir, c'est que le prix change beaucoup. Vous pouvez voir, ça augmente de plus en plus. Le verre, c'est super cher et ça coûte cher pour le livrer aussi, et ça peut être cassé facilement. Alors du coup, on a pensé, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas envoyer des panneaux LCD qui ont du verre? Et on a observé que tout le monde a déjà du verre parfait chez eux, par exemple en télé. Tout le monde en a ça chez eux. Du coup, on a pensé comment est-ce qu'on peut envoyer des bits jusqu'aux télé. Le problème, c'est que la plupart des liens digitaux de vidéo sont encryptés. C'est pas exactement possible de modifier ces pixels quand ils passent entre l'appareil et l'écran. J'ai joué un peu avec certaines choses, avec ces connexions.
Et il y avait une attaque man in the middle qui nous a permis de faire un overlay, de mettre quelque chose au-dessus d'une image qui était encryptée à l'origine. Peut-être un petit banner avec des nouveautés tout en bas. Et ce qui arrive, c'est un petit overlay même sur une image qui est cryptée. Et au-delà de ça, on a créé un appareil suite à nos efforts. Malheureusement, la boîte n'a pas trop marché, mais heureusement, j'ai pu parler de ce qu'on a créé au 23C3 et même y vendre quelques versions pour que les gens puissent développer dessus. Si vous voulez trouver plus de détails, n'hésitez pas de regarder ce talk en ligne. La bonne nouvelle, c'est que ce talk était enregistré et cet enregistrement a vraiment aidé Tim à travailler sur son projet. Alors, pour les gens qui sont doués avec les accents, vous aurez remarqué que peut-être que je suis australien. Et donc ça c'est l'Australie. Donc vous pourrez y voir quelque chose d'assez intéressant par rapport à la position de l'Australie sur la carte, c'est que c'est près de pas grand-chose. Ou pas grand-chose d'intéressant en tout cas. Et l'autre truc c'est que l'Australie en fait c'est énorme. C'est à peu près la même taille que les États-Unis. Et donc donc le problème c'est que étant donné qu'on est fait d'atomes, ça prend pas mal de temps de se déplacer. Et par exemple venir ici au Congrès, ça prend 24 heures de vol. J'aime bien voyager, mais j'aime pas le temps de voyage. Et je me suis demandé comment je pourrais récupérer le contenu de certaines conférences comme celle-là sans y être. Et donc j'étais très intéressé pour faire de l'enregistrement de ce genre de conférences. Et en 2011, j'ai commencé à faire ça en tant que hobby. Et j'ai commencé un projet pour faire ça et pour le rendre facile pour tout le monde. Et donc ça c'est à peu près la configuration qu'on utiliserait pour capturer une conférence. Et donc une des parties importantes là-dessus, en tout cas pour les conférences techniques, ce sont les slides, les supports de présentation. Vous voulez vraiment une capture claire des slides de façon à ce que les gens puissent lire le texte. Et il semblerait que les gens soient très doués pour mettre des textes tout petits sur les slides comme j'ai fait là. Et quand on a commencé, on a commencé avec quelque chose qui s'appelle des Twin Packs. C'était très bien pour capturer des signaux VGA. Donc ça marchait enfin ça laissait passer le VGA et on pouvait capturer en même temps. Mais ensuite, quelque chose de grave a commencé à se passer. C'est qu'on a commencé à avoir de plus en plus que pas mal de lieux de conférence avaient été passés à du HDMI. Il n'y avait plus de VGA. Et donc, on est allé à la recherche de matériel de capture en HDMI. Et donc, on s'est demandé pourquoi il n'y avait pas de solution numérique. J'ai cherché partout et j'ai acheté pas mal de matériel, mais j'étais pas en mesure de trouver du matériel qui était capable de me dire ce qui allait pas sur cet exemple. Peu importe quelle quantité d'argent j'étais prêt à dépenser, j'avais pas de matériel qui me donne une information de débugage intéressant, qui m'aidait à comprendre à un niveau assez bas ce qui se passait de mal avec ces signaux. Et donc ça me donnait des maux de tête assez fréquents. Et donc le problème c'est qu'on était de moins en moins en mesure d'utiliser notre matériel. Et quand j'ai réfléchi à ça, je suis tombé sur une présentation qui a été enregistrée au 28C3 et qui parlait de cette situation pour HDMI.
Et donc j'ai regardé ça et je me suis dit, bah tiens, Bunny a fait un man in the middle HDMI, mais il a choisi délibérément de faire du hardware de façon à ce qu'on puisse pas faire de capture, parce que lui, il fait de la vidéo chiffrée. Et rendre possible à quelqu'un de capturer de la vidéo qui est chiffrée, ça poserait des problèmes légaux. Mais en fait, dans mon cas, tous les flux vidéo sont en clair. Parce que si le présentateur envoie de la vidéo chiffrée, il peut pas la présenter à tout le monde. Et donc, j'ai aussi vu dans le talk de Bunny que quand on regarde à l'intérieur de la NETV, on trouve un FPGA qui, comme je l'ai mentionné précédemment, transforme les problèmes hardware en problèmes software. Et comme ingénieur software, je sais très bien comment faire en sorte que du software fasse des choses qu'il n'est pas supposé faire. Et donc, je me suis dit, bah tiens, on va faire exactement ce que Bunny voulait pas faire. Et donc, je me suis dit, bah on va faire de ça un matériel de capture. Et donc, on va s'en servir pour faire de la capture HDMI. Et donc, j'ai décidé de faire un projet de capture HDMI basé sur FPGA. Et donc, on a repris ce que Bunny avait fait, mais on a découvert quelque chose. En fait, je vous ai menti, le software et Verilog, qui est le langage que vous utilisez pour programmer les FPGA, sont très différents. Et en fait, Verilog, ça me fait faire cette tête la plupart du temps. En fait, quand j'ai essayé de prendre le code de Bunny qu'il a personnalisé pour NETV, en fait, on n'arrivait pas à avancer. On avait des centaines de milliers de lignes de code et très peu de fonctionnalités. Et, en fait, rien ne marchait vraiment. Et donc ça, c'était triste. Et je pensais que Bunny, c'était quelqu'un de très différent, qui savait faire apparaître de la magie. Et ensuite, j'ai découvert ce truc qui s'appelle MiGen. MiGen, c'est un projet très intéressant qui a été présenté au Congrès. Je ne l'ai pas trouvé dans le Congrès, mais j'ai vu pas mal de vidéos à propos de ça dans les différents congrès. Donc ce qu'il prend, c'est un paquet de logique, en fait, il vous laisse écrire un paquet d'expressions Python qui décrivent la combinaison de votre logique, et ensuite il génère le code Verilog pour vous. Et en plus, il le fait passer aussi dans la toolchain FPGA, ce qui est un peu compliqué, mais comme si vous avez suivi mes autres talks, je suis en train de régler ce problème-là. Et donc on a fait des progrès. Et en plus, MiGen et tout ça, ça venait avec pas mal de choses intéressantes qu'on avait du coup déjà et qu'on n'avait pas besoin de refaire. Et donc on a mis tout ça ensemble parce que Python, c'est très pratique pour mettre des choses ensemble. Et on en a fait tout un système de capture HDMI en à peu près 4 semaines par rapport aux 3 à 4 ans pendant lesquels on a travaillé sur la version Verilog. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à développer ce matériel pour capturer des conférences. Et maintenant on l'utilise pour capturer pas mal de conférences autour du monde. Et étant donné que ça avait beaucoup de succès, je me disais que les gens du congrès seraient intéressés pour comprendre ce que c'était, et j'ai envoyé un talk au congrès, et pour une certaine raison ils l'ont accepté. Et au 33C3 j'ai montré mon premier talk à propos de ça, et ça a été enregistré. Vous pouvez aller le voir, et ça décrit comment on a fait ça, et en utilisant Python, et en regardant comment HDMI fonctionne et tout ça. Et j'étais là au 33C3,
Et en fait, Bunny, il était là aussi. Entre-temps, pendant que Tim était en train de faire son travail magnifique, il y a 7 ans qui s'est passé. Et après que qui ont passé sur le hardware, vous avez ce problème inconvénient qui est EOL. C'est la fin du vie des appareils, des composants. Par exemple, sur cette board, il y a quelques composants qui sont EOL. Et moi, je ne peux plus acheter le chip Wi-Fi, la mémoire, le CPU ou même certains LED. Cette chip CPU n'existe plus du tout. Du coup, cet appareil demande une nouvelle version. Mais NETV, ce n'est pas exactement la chose la plus intéressante aujourd'hui. Les overlays, ils sont un peu dépassés par même les téléphones, comme ici démontré avec un téléphone portable qui traduit des choses en temps réel avec un téléphone. Si on fait ça avec une vidéo, avec du HDMI, ça ne sera pas forcément très légal. Du coup, je l'ai cassé. Should have just started. Apparently, the internet link is not working. Ah, okay. Well, apparemment, l'internet ne marche pas. We can skip the cute video. Anyways, the problem with creating a V2 overlay, le problème, c'est que créer une nouvelle version, c'est que c'est pas très légal de faire ça, parce qu'il y a une certaine loi qui s'appelle le DMCA. Et si l'internet ne marche pas, on ne peut même pas aller au slide suivant. Cloud-based presentation software. Les softwares de présentation dans le cloud. Ah, there we go. Ah, voilà. Excellent. I blame hardware. Okay. C'est la faute du hardware. And then in July 21st, 2016, something happened. This is actually the team from the EFF. Le 21er juillet, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait un procès qui a été déposé de la part de Tim et Bunny contre le gouvernement américain. Et ils ont dit que ça bloque les personnes comme moi pour s'exprimer. Du coup, cette chose m'a permis de commencer à développer la deuxième version du NETV 2. Ça, c'est la première découpe de la V2. C'est une carte, la taille d'une carte PCIe, et c'était conçu pour être très petit et de se cacher derrière une télé. Lors de 33C3, j'ai amené quelques samples et j'ai décidé de faire un tout petit peu de la validation avec des utilisateurs, avec des personnes. Je me demandais s'il y a des personnes qui voudraient l'utiliser. Ça a super bien marché parce que nous deux étaient là. On a eu une petite discussion avec Tim et tout d'un coup, les choses ont marché ensemble. Et il arrive que les hackers plus des tout petits boards, c'est une mauvaise combinaison. Les hackers veulent des boards où il y a tous les pins, tous les GPIO qui sont accessibles et disponibles. Si je gardais ce format, ce serait difficile d'engager avec la communauté. Du coup, je suis revenu au début et j'ai décidé de refaire le produit avant de le mass-produire, le produire en masse. Je pensais que j'étais convaincu que c'était la meilleure chose et je pensais que ce serait bien de se lancer déjà directement dans la masse-production, d'acheter des composants, des appareils, mais heureusement, j'ai pu le tester avant de se lancer dedans. Du coup, je suis revenu pour redésigner cette chose et j'ai créé une nouvelle version, la NETV2 MVP, le produit de minimal. Ça a été au final une carte d'une taille standard de PCIe
il y a plus de ports, il y a un port Ethernet pour le debugging, il y a un lecteur de carte SD pour faire des trucs avec le firmware, et surtout des choses additionnelles qui ne sont pas forcément critiques au fonctionnement de l'appareil, mais c'était assez critique pour les personnes qui veulent jouer avec ce hardware. J'ai aussi développé un boîtier, surtout pour les gens qui ne voulaient pas l'attacher à leur voiture. Ils pouvaient utiliser ce boîtier sans tous les problèmes que tu aurais si tu devrais mettre ça dans ton ordinateur. Bien sûr, tout le hardware est ouvert, tu peux le hacker. Le boîtier était créé, était conçu avec un peu plus d'espace. C'était dérivé du projet Novina. The front bezel was actually left intentionally completely blank and designed so that if you had a laser cutter or a 3D printer, you could manufacture your own est laissé complètement sans rien du tout. Vous pouvez le découper au laser, vous pouvez le customiser. Et on est allé même au point qu'on a on a développé tous les matériaux de test et on l'a laissé dans le libre. Du coup, n'importe qui peut faire des tests, les produits et leur construire. Mais maintenant, la chose la plus importante, c'est qu'on l'a avec du Python. Moi, j'aime bien ce comic XKCD, où il y a Kubil qui est en train de voler, et c'est grâce au Python. Et du coup, il y a Tim qui m'a convaincu au 33C3 d'utiliser Python. Moi, je l'ai construit, j'ai le buildé, j'ai mis REPL, et c'était top, mais après c'était Python, encore. C'était bien jusqu'à ce que ça ne marchait pas, je ne savais pas ce qui se passait, ça se cassait, je ne savais pas ce qui se passait. Et du coup, il n'était pas très content avec Tim. Mais l'avantage, c'est que l'utilisation du FPGA alors, l'image du gauche est le code qui a été créé par Vivado, et l'image qui est à la droite est l'application entière qui est toutes les fonctionnalités, la mémoire, le CPU, l'Ethernet, le réseau, ainsi que 3 entrées vidéo. À la gauche, c'est super compliqué, il y a beaucoup de debug, et à la droite, vous pouvez voir qu'il y a de l'espace pour évoluer, pour augmenter les capacités. En termes de personnes de hardware, je vais aller à des grandes distances pour résoudre des problèmes en hardware avant que ça passe en software. Mais c'est surtout plus facile de résoudre les problèmes en Python que de faire payer les gens plus pour résoudre des problèmes en hardware. Un autre avantage de Litex et Migen, c'est que ça se construit en 10 minutes, et Vivado, ça peut prendre 30 à 45 minutes à construire. Mais par contre, les outils propriétaires ont amélioré entre-temps. L'état actuel, c'est qu'il y a un crowdfunding campaign. Vous pouvez aller sur ce site-là pour l'acquérir si vous voulez. Ça supporte aussi la mode classique, et il y a aussi une mode libre que vous pouvez utiliser pour enregistrer des vidéos, ou si vous avez les droits pour enregistrer des vidéos cryptées. Et du coup, il faut très peu de codage pour le faire marcher. Si vous voulez jouer avec ça, vous pourrez travailler avec Tim. Alors là, on est dans une situation où il y a Migen qui aide OpenCV2. Alors c'est magnifique. Yay. Mais alors, en fait, dans la vie, rien n'est vraiment gratuit. Les bonnes abstractions, c'est vraiment puissant, mais elles ont des coûts. Et Python, c'est vraiment génial.
pour fabriquer des choses à partir de composants. Et c'était la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de succès pour faire HDMI to USB, parce que je pouvais connecter les composants. Par exemple, en fabriquant une voiture dans différentes configurations assez facilement. Et ça permettait la spécialisation. Les gens qui savaient vraiment comment faire les pneus pourraient juste faire les pneus, et moi je pourrais les mettre dans ma voiture. Et les gens qui savaient faire des sièges, je pourrais réutiliser leur travail pour ma voiture. Et donc ça, c'est vraiment très utile pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas beaucoup de temps et qui ne veut pas avoir besoin de se soucier de ces détails. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir cette efficacité. Parce qu'on peut composer des composants d'une manière tellement efficace. En fait, on peut aussi choisir de ne pas les inclure. Et donc ça rend tout ça beaucoup plus efficace, parce qu'on n'a pas toutes ces options, parce qu'on n'en a pas besoin en fait. Mais il y a ce coup que c'est Python, et que Python c'est génial pour faire des choses à partir de composants. Mais il y a une adaptation d'impédance à faire entre le hardware et Python. En fait, c'était pas vraiment fait pour faire du hardware et d'écrire du hardware. On peut le faire, mais il y a des choses que Bunny, qui est quelqu'un de hardware, voudrait qu'il existe, qui en fait n'existe pas. Par exemple, ce que Bunny dit tout le temps, c'est que dans Midgen, on a une valeur logique 0 ou 1 seulement. Mais en fait, en hardware, il y a des choses comme une inconnue logique ou un état de haute impédance. Donc en hardware, souvent, on a plus que 2 états dans le binaire. Mais la raison pour laquelle ils font ça, c'est que ça, c'était ce à quoi le signal ressemblait en théorie, et ça, c'est ce qu'il est en pratique. Et quand le signal ressemble à ça, il y a beaucoup de choses que vous pourriez imaginer qui marchent pas vraiment. Et par exemple, A différente B et A pas la même chose que B, c'est des choses très différentes en fait. Et c'était des choses très difficiles à capturer. Et c'est des choses dont Bunny a une grande conscience et aime bien se préoccuper. Donc l'avantage de Python, c'est que Bunny peut spécialiser par rapport à ça. Donc il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire à cause de notre abstraction. Par exemple, il ne pouvait pas faire des X et des Z, ce qui lui compliquait un peu la vie. Mais il était capable de faire un pneu génial que le reste de la communauté pouvait utiliser, et il reçoit tout le reste gratuitement. Et donc, même si sa vie est un tout petit peu plus difficile par rapport à ce qu'il doit faire, en fait, ça permet à tout le monde d'être globalement plus efficace. Et donc, il y a aussi d'autres choses que Bunny a apprises. Par exemple, comment les gens testent des choses. Et donc, quand vous avez du code qui vous est donné librement, c'est pas toujours testé. Le premier principe que j'ai appris à l'université, c'était que c'est pas le chip, c'est surtout vous. Si vous avez un timer 555 qui marche pas, ce sera surtout votre faute et pas la faute du composant qui marche pas. Dans notre bureau à Singapour, on a un Wall of Shame qui montre le fait qu'il n'y a qu'une seule pièce, 1 million de pièces qui ne marchaient pas. Du coup, c'est vraiment rare que c'est le hardware qui est cassé, c'est surtout vous qui ont fait une faute. En software, c'est un peu différent. 90% des fois, c'est votre code qui est mauvais, mais 10%
de temps, c'est surtout un problème avec la bibliothèque. Du coup, la réalité, c'est que si vous allez envoyer un produit, si vous allez créer un produit hardware, où c'est difficile de patcher les choses, il faudra passer quelques mois de plus sur votre cycle de validation. Par exemple, sur NETV 2, ça a passé 4 ou 5 mois supplémentaires pour le tester. Des gens, ils ont demandé pourquoi vous n'avez pas scripté ça, pourquoi c'était pas automatisé. Mais il fallait quand même tout tester. Il fallait tester des mauvaises câbles, des mauvais connecteurs. J'ai tout testé jusqu'au point que qu'il y a tous petits problèmes qui étaient conçus, qui étaient pensés. Et les gens, ils ont demandé pourquoi on n'a pas mis ça dans un switch, dans un appareil qui pourrait tester ça pour nous. Mais en réalité, ce ne sera pas possible de tester tous les edge cases avec un switch. Quand j'ai construit les premiers 100 boards, j'ai pas attendu que les premiers 40% n'ont pas marché, mais en réalité, 40% ne se sont pas allumés. Et grâce à notre infrastructure de test, on a pu capturer un bug sans que ça dérape notre schedule, notre temps. Si on ne prend pas le temps de valider les choses, si on ne prend pas le temps pour assumer tout le code, toute votre propriété intellectuelle, il y aura des problèmes. La bonne chose, c'est que ça va sauver beaucoup de temps pour les utilisateurs dans le futur, mais la mauvaise chose, c'est qu'on a un concurrent qui arrive pour concurrencer avec nous. Avec l'open source, c'est sympa, mais quand on compare avec des grosses boîtes, même s'ils ne sont pas forcément très efficaces, ils arrivent à avoir quand même une fiabilité de 99,999% qu'il y aura que ça va marcher. En contraste, il y a la boîte Alphamax qui a que 70 000 $ en revenus. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que je vais l'envoyer en janvier, mais je ne suis pas sûr. Merci de ne pas faire mal. Moi, j'espère que Alphamax va durer plus longtemps que le procès de 1201 DMCA, mais ça peut être un peu peur d'incorporer ces choses et leur amener au marché, mais il faut se laisser assez de temps pour créer un produit qui fonctionne au point que les gens ils attendent le hardware à fonctionner. On n'a pas tout à fait fini. Et il reste 2 leçons. Donc, comme Bunny a dit, convaincre des gens de payer plus cher pour donner des atomes, c'est assez difficile. Surtout quand vous êtes honnête par rapport à ce que vous produisez. Et quand Bunny a fait le NETV, il l'a fait surtout en travaillant pour une entreprise. Mais maintenant, le crowdfunding, c'est super pour faire ce genre de choses. Donc NETV 2, ça a été crowdfunding. Le HDMI to USB, c'était aussi crowdfunding. Et il y a d'autres projets sur lesquels je travaille qui l'ont été. Par exemple, le FOMU. Et en fait, ça rassemble les gens qui s'entendent et ça met l'argent derrière leurs croyances, en fait. Et c'est très important de savoir à qui vous vous adressez. Si vous comparez la communauté OPSIS à la communauté NETV, la communauté OPSIS, c'était déjà des développeurs, des gens qui étaient impliqués dans les communautés HDMI to USB. Et ils étaient habitués à flasher un nouveau firmware ou faire des tests avant chaque conférence.
parce que ça faisait partie de la préparation pour une conférence, alors que Bunny, il essaye de faire quelque chose que vous branchez et que ça marche dès la première fois et à chaque fois. Et donc c'est toujours une question de mettre des attentes. En fait, il a un beau boîtier, moi je sais pas du tout comment faire un beau boîtier. Et des boîtiers comme ça, de toute façon, ça me fait peur. Et donc c'est très important que vous regardiez votre communauté et que vous la cibliez de la bonne façon. Et si on avait développé l'Oxys comme un produit à la consommation, les gens auraient été déçus. Le NATV2, peut-être que les gens auraient été contents, même si on l'avait laissé de façon un peu plus ouverte. La dernière appréhension que j'ai eue, que j'aimerais partager, c'est que n'importe quelle chose qui est ouverte, ça prend du temps et il faut de patience. L'open source hardware ainsi que l'open source software, ça prend du temps. Quand vous pensez à vos téléphones, vous attendez toujours qu'il y a des nouvelles modèles qui arrivent chaque année, que vous auriez un nouveau téléphone pour Noël. La réalité, c'est que ça prend quelques années pour construire un téléphone portable. Les grandes entreprises ont plusieurs équipes dans un pipeline. Il y a beaucoup d'efforts qui est fait en parallèle. Chaque équipe a envoyé un produit au marché dans une manière d'une cycle. Ça, c'est comment ça fonctionne dans une entreprise. Mais quand vous regardez l'open source, vous aurez beaucoup de chance si vous avez une équipe qui est suffisamment chaude pour lancer, pour finir un produit. Souvent, si les projets prennent quelques années, les gens qui participent au projet seront un peu démoralisés parce que ça peut prendre beaucoup de temps et c'est assez difficile de le faire. Du coup, il faut y aller comme une force, il faut faire comme si vous créez un nouvel écosystème, comme si vous plantez des nouveaux arbres. Du coup, c'est super important de trouver un projet. C'est très difficile, mais c'est parfait qu'il y ait une communauté de personnes qui ont des nécessités d'enregistrer des conférences ou d'enregistrer des flux HDMI. Le grand avantage qu'on a, c'est qu'on ne doit pas gérer le cycle de consommateur. Ce projet était en place depuis déjà 7 ans. Donc, on n'a pas trop de concurrence d'un point de vue consommateur. Du coup, c'est super important de choisir le bon projet. L'autre partie, c'est que ça prend beaucoup de patience. Dans le monde du software, si ça marche assez bien pour moi et du coup, give me your fix. Et tu peux aussi dire que vous ne pouvez pas faire un procès, vous ne pouvez pas rien faire contre moi. Du coup, c'est super important dans les contrats que vous ne pouvez pas faire des procès contre moi. Vous ne pouvez pas faire ça pour le hardware. Vous ne pouvez pas dire ah ouais, vous n'avez pas vu les instructions, du coup c'est cassé, du coup je vais vous renvoyer ça. Vous ne pouvez pas faire ça avec le hardware. Si par exemple moi je vous envoie un toaster avec 2 compartiments, et si vous ouvrez ce toaster et vous trouvez qu'un des toasters en réalité a 2 endroits pour faire du pain, vous ne serez pas très content, vous allez renvoyer le toaster. Par contre, si vous regardez sur le monde du software, vous pouvez avoir du code qui a été commenté et il y a tout le monde qui s'en fout, c'est pas un très grand problème. Quand vous faites ça en hardware, c'est très difficile à faire. Mais des fois, on peut avoir des features, des choses qui ne marchent pas forcément au day one, dès que vous le lancez. Du coup, quand moi je lance de nouveaux produits hardware, quand je leur envoie, je perds un peu du sommeil. Des fois, je pense au milieu de la nuit, je sors mon oscilloscope, je commence à checker des choses. Je comprends que c'était une chose qui n'est pas liée au hardware, qui est surtout liée au software. Mais malgré ça, j'adore le hardware et j'apprends pas bien de mes fautes. Du coup, c'est le fin. On va voir comment ça se termine.
Et on a une dernière leçon que Tim aimerait partager. Alors, vous avez vu maintenant deux perspectives différentes. Donc, de la part d'une personne qui s'occupe surtout du hardware et quelqu'un qui est ingénieur software et qui s'occupe plutôt et qui est et donc je pense que une des choses vraiment intéressantes au CCC, c'est que ça nous amène tous les deux ensemble et donc on a tous les deux fait des talks à cette conférence. C'est des talks dans un certain sens assez similaires. Et maintenant, grâce au CCC, on collabore ensemble en fait, enfin en vrai. Et donc, on devrait vraiment faire un gros applaudissement pour les organisateurs du CCC, parce que en fait, les choses sur lesquelles on travaille seraient pas aussi bien qu'elles le sont maintenant sans cette conférence. Et je dirais un grand merci au CCC et aux organisateurs. Merci de nous apporter. Et merci aussi aux gens qui viennent juste pour assister, parce que l'année où on s'est rencontrés, vous étiez venus juste pour suivre les conférences. Alors, on a quelques questions, mais d'abord, on aimerait remercier pour nous avoir donné une raison pour être ici ensemble. So we have about 15 minutes time On a 15 minutes questions. pour les questions. On a 4 micros, et moi je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une question. Oui, peut-être que vous ne savez même pas. Une question, ça va être une ou deux phrases avec un point de non, pas d'exclamation. Question. Could you please step up to the microphones? There's one here, one there, another two there, and one all the way in the back for the cheap seats in the bleachers. Du coup, il y a plein de micros. Allez au micro pour demander des questions. Est-ce que vous pouvez inclure demander la question aux bonnes personnes? Alors j'ai une question pour Bunny. Another interruption. Get very close to the microphone. Is this good? Yes. So, do you like hardware more than software? Est-ce que tu aimes le hardware mieux que le software? Which one do you like more? Which one do I like more? Lequel est-ce que vous préférez le plus? I like hardware. Come on. No. Yeah, Donc oui, j'aime beaucoup le hardware. Je suis quelqu'un du hardware et je pense que je pense qu'il y a vraiment littéralement quelque chose de une réaction bizarre dans mon cerveau quand on me donne du hardware. Si vous me donnez un vrai bon bout de hardware, mon rythme cardiaque augmente et je suis vraiment content de voir du beau hardware. Et le problème, c'est que la réalité d'être un hardware nerd, c'est que si vous envoyez du hardware vraiment cool qui a pas de bon software, c'est juste des cale-portes parce que ça sert à rien. Et donc on se rend compte que le software en fait c'est un mal nécessaire pour que le hardware fasse des trucs intéressants. Mais la bonne nouvelle, c'est que le truc bien avec le hardware, c'est que c'est des atomes, c'est localisé et donc on peut voir ce qui se passe et on peut prendre un oscilloscope et regarder ce qui se passe. Alors que le software, c'est super complexe, on peut passer des heures à regarder où sont les bugs sans les trouver. Et j'ai beaucoup de respect pour ce que font les gens du software. J'essaie de m'entourer de gens qui font des bons trucs en software. Et je pense que les gens qui vont effectivement acheter le hardware seront contents qu'il y ait aussi du bon software. On prend aussi des questions de l'Internet. Il y a encore une question. My question is for both. Alors ma question est pour les deux So personnes. my question is about if we're to design a new project or Si product on fait le design d'un nouveau produit, est-ce est-ce que vous conseillerez
Qu'est-ce que and vous ported to different conseillerez architecture or different layout or kind of live on. Would you recommend using an FPGA instead of trying to pick an SoC that you find really Est-ce que cheap? vous conseillerez d'utiliser un FPGA à la place d'un SoC qui pourrait coûter très peu? Et dans votre cas, est-ce que le FPGA protège la longévité du projet? Alors, ce que je dirais, c'est que je donne un talk qui s'appelle ma théorie sur le développement FPGA. Et la leçon numéro 1 sur ça, c'est utiliser un FPGA en dernier recours. Si vous pouvez le faire en software sur un CPU, faites-le en software. Parce que le développement, l'environnement développement est tellement plus facile à utiliser, plus rapide, et on peut être beaucoup plus productif. Mais il y a des problèmes qu'on peut juste pas résoudre avec un CPU. Et on est vraiment limité en flexibilité. J'espère que des projets comme SimliFlow vont rendre le développement FPGA à peu près aussi facile que le développement de logiciels. Mais en ce moment, un FPGA, je dirais que c'est un truc à utiliser seulement quand vous avez quelque chose qui a du sens, une application qui a du sens. Mais oui, il peut y avoir des raisons qui vous disent peut-être que je peux faire un FPGA ou peut-être pas, et j'ai pas besoin de ça si je peux le faire sur un CPU 100 MHz, etc. Et oui, donc il y a des questions comme le CPU qu'on avait utilisé pour le NETV, on peut plus l'acheter, donc ça c'est un problème. Mais là on a pris le même CPU que les Raspberry Pi, donc en fait l'avantage c'est que quelqu'un d'autre s'occupe de ça, et donc c'est plus simple à maintenir, et donc maintenant les descriptions à hardware peuvent continuer même si les autres pièces disparaissent. Après, les FPGA ont aussi des fins de vie, mais en général, c'est plus long. So, yet another question on microphone 1. Hello. Yeah, thanks for your talk. I really Merci enjoyed beaucoup that. pour votre talk. I saw hints of lack of sustainability or J'ai vu des traces d'un manque de sustainabilité, not the most sustainable development practices des coming pratiques together qui ne with sont venture pas capital très and product designs, and maybe that sustainable. open hardware could be an alternative way Et peut-être l'open hardware peut être une alternative aux méthodes de capitalisme des startups. Et je voulais savoir si vous avez des autres pensées, des autres idées où l'open hardware peut y aller pour créer un meilleur monde dans ce domaine. Donc je dirais que le open hardware c'est un hobby pour moi. Je paye pas mon loyer avec le open hardware. J'ai un emploi d'ingénieur software bien payé, et donc j'ai pas la même perspective que Bonnie sur la question, parce que lui il doit vraiment financer son style de vie là-dessus. Donc Bonnie. Donc moi je pense que je peux payer mon loyer avec l'open hardware parce que je dépense moins. J'arrive à faire des choses avec les marges que me laisse le open hardware. Mais si vous comparez donc le modèle financé par les startups par rapport au crowdfunding, en fait, donc les startups, l'avantage c'est que vous pouvez avoir du financement. En gros, soit vous devenez énorme, soit vous mourrez. Et donc ça peut avoir des gros financements, mais en fait pour avoir ce financement c'est assez difficile, et en fait ils cherchent un peu des licornes. Alors que le crowdfunding, en fait les projets ils meurent pas vraiment, mais ça devient des zombies.
Donc le point critique, c'est vraiment d'avoir assez d'impulsion pour vivre dans une communauté. Et donc ça veut dire que il faut entretenir la communauté, il faut reconnaître les problèmes des gens et essayer de les assister et de régler leurs problèmes. Mais je trouve ça vraiment... je trouve que ça donne des belles récompenses de faire ça. Et donc, une des choses que vous pouvez voir, c'est que, par exemple, c'est qu'on n'a pas vraiment de bons téléphones open source, de téléphones portables. Mais donc, une des causes, c'est parce c'est tellement un investissement que par l'open hardware, on peut pas avoir ça. Donc il y a des choses que le open hardware peut pas vraiment faire parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour être à la hauteur des attentes des consommateurs. Okay, so I was kind of surprised that the Vivado tooling was doing way worse than the open source tooling. Était beaucoup plus pire que les utilités open source. Ce que moi j'ai vu dans le passé, c'est que les méthodes propriétaires sont plus fiables que les méthodes open source. Du coup, ma question c'est, est-ce que vous avez investigué pourquoi c'était le cas? Alors, il y a plusieurs théories pour ça. Mon opinion, c'est que quand vous êtes quelqu'un comme Xilinx, vous devez trouver des gens qui vont utiliser vos FPGA et donc ils ciblent en fait ces gens-là. Et c'est pas vraiment des gens comme Bunny et moi qui utilisent des petits volumes. Ils s'intéressent plus dans les gens qui font des centaines de millions de quelque chose avec des FPGA dedans, et donc ils optimisent pour ces utilisateurs-là. Et ces utilisateurs, en fait, ils sont souvent moins concernés par ces problèmes. Ils sont plus concernés par la durabilité, la fiabilité, et avoir tous ces trucs en plus. Par exemple, ça doit avoir cette liste de fonctionnalités. Alors, avec des trucs comme le LATRAM, on peut faire et utiliser uniquement les features dont on a besoin. Et avec des choses comme Python, en fait, l'avantage c'est que si on éteint des choses, elles apparaissent jamais dans le Verilog. Et donc la toolchain FPGA n'a pas besoin de se rendre compte que c'est pas utilisé et donc l'enlever. Et donc ça aide beaucoup. Et je pense que, je dirais que Lightroom c'est pas vraiment plus fiable comme Bunny l'a découvert, mais c'est sûrement plus petit. Et ça a suffisamment de fonctionnalités pour faire des produits avec. Et c'est assez intéressant qu'une communauté qui a pas mal de FPGA a des ressources, mais là vous avez le software pour rien. Et vous achetez le hardware, mais donc ils n'ont pas vraiment d'incentive, de motivation pour faire ça. Malheureusement, on n'a plus de temps, mais je suis sûr que Bunny et Tim seront là, disponibles pour parler avec vous. Merci de m'aider à donner une applause pour cette talk magnifique.